Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver. Ça y est, on lance aujourd'hui notre grand dispositif Coupe du Monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Valentin. Évidemment, fallait bien être avec le plus grand d'entre nous pour ce dispositif. Comment ça va, Val? Est-ce que tu es excité à l'approche de cette Coupe du Monde? Eh bien non, pas du tout Alex. C'est l'heure du mois de novembre, j'ai l'impression. Mais c'est l'avantage de ces petites previews parce qu'elles nous mettent complètement dans le bain et elles permettent de décrypter un petit peu des petites équipes dont on n'a jamais entendu parler, entre autres, et aussi de faire le point sur les grosses équipes qu'on a aussi très envie de voir. Donc c'est bien, c'est un bon moyen de se mettre en jambe ces 10 premiers jours avant le début de la compète. Non mais t'as raison parce que en vrai tu vois j'ai fait un lancement un peu excité, je me suis dit ça y est c'est parti, je me mets dans l'ambiance, mais c'est complètement fake, c'est vraiment là on est purement dans la radio, moi aussi je suis un peu à côté de mes pompes sur cette Coupe du Monde et en fait comme tu le dis ces previews elles tombent à pic parce qu'on a rencontré des gens passionnés qui vont vraiment vous donner envie de vous intéresser à cette Coupe du Monde et de suivre ces équipes. Je te propose qu'on perde pas de temps et qu'on commence tout de suite avec le groupe A qui est donc composé du Qatar, le pays organisateur, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. On a commencé évidemment avec l'équipe surprise, enfin l'équipe qui nous intrigue un peu tous. On l'a vu briller un peu à la coupe arabe face à la Tunisie, mais on sait très peu de choses. T'es allé à la rencontre Val de Samy qui tient la page Qatar Football France et je crois que t'as passé un moment plutôt intriguant avec ce garçon. Bah, carrément intriguant. Bon, alors, Samy est une personne tout à fait normale, c'est pas lui qui m'a intrigué, ne t'inquiète pas, Alex. Mais par contre, sur la situation qatari, c'est très étrange ce qui se passe, puisqu'il faut savoir que le groupe est en préparation depuis le mois d'avril. Donc, voilà, c'est une des petites spécificités de cette Coupe du Monde aussi. Le Qatar a mis les petits plats dans les grands concernant son équipe nationale, et c'est Samy qui nous raconte tout ça. Salut Samy, merci d'être avec nous pour notre preview sur le Qatar. Bon alors, petit cas particulier, le Qatar, visiblement, tu m'as expliqué en préparation de cette émission qu'ils n'avaient pas encore compris que la Coupe du Monde était en novembre et que du coup ils étaient partis dès le mois de mai pour se préparer, c'est ça? En effet. Merci à toi pour ton invitation. Oui, en effet, le Qatar a commencé sa préparation en avril 2022. Disons que je pense que c'est un peu une volonté étatique, il est vrai. Euh, tu n'es pas sans savoir que le projet qatari a commencé depuis un moment. Euh, le projet de développement de l'équipe nationale a commencé il y a presque 20 ans maintenant en fait, bien avant l'attribution de la Coupe du Monde avec le lancement du projet Aspire, qui était du coup la genèse de tout et la genèse de cette équipe dont on aura le temps de parler tout à l'heure. Euh, et du coup, je pense que dans cette continuité, le projet 2022, etc., il a été jugé bon par la fédération de foot qatari, et bien de permettre à tous les joueurs internationaux de l'équipe nationale du Qatar d'être relevés de leurs obligations en club dès la fin de la saison dernière, ce qui fait qu'ils n'ont joué aucun match de Ligue des Champions asiatiques cet été avec leur club, ils n'ont joué aucun match de championnat, de coupe ou autre, ce qui rend le championnat beaucoup plus excitant que d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est plus dominé par deux équipes comme auparavant, mais il est beaucoup plus ouvert. Bon, je pense que c'est aussi pour préserver le plus de chances possible à la Coupe du Monde, l'événement d'une vie. Ouais. Bon, et après, du coup, en l'espace de 6 mois, t'as le temps de te préparer, mais t'as aussi un peu le temps de t'ennuyer. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, des matchs amicaux? Alors, ils ont fait énormément de matchs amicaux, un peu partout dans le monde, mais donc on enregistre ça le 9 novembre, et pas plus tard qu'il y a 2 heures, le Qatar affrontait l'Albanie, et match qu'ils ont remporté 1-0. Mais du coup, ils ont joué énormément de matchs amicaux, contre beaucoup de sélections un peu partout. Euh, Ils ont également joué contre des petits clubs, d'autres un peu moins grands. Ils ont joué, je crois, contre Villarreal, ou la réserve de Villarreal cet été. Ils ont joué contre des clubs de troisième division croate. Bon, voilà, c'est un peu de, ils ont touché un peu à tout, mais ça leur permet de se préparer. Et puis bon, la préparation du Qatar a quand même commencé il y a un moment, parce que je crois qu'on en parlera un petit peu après. Elle est aussi atypique sur les matchs qui ont été disputés, notamment les qualifications groupe Europe, qui là pour le coup est un truc assez étonnant,
Mais voilà. Et du coup, Vas-y, hein, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé exactement. et bah du coup voilà. Donc pour revenir sur ce sujet-là, il y a 2 ans, je crois 1 an et demi, quand les groupes qualificatifs pour la zone Europe à la Coupe du Monde ont été annoncés, eh ben, le Qatar a fait une annonce, la fédération qatari a fait une annonce parallèle disant que le Qatar participera au groupe A à titre d'invité et disons un invité honorifique, disons, ce qui fait que les matchs n'avaient pas de valeur comptable. Tous les matchs joués n'avaient pas d'impact réel sur le classement pour les équipes européennes, mais c'était comme un match amicaux, c'était comme fallait le voir comme des matchs amicaux en réalité, mais le fait de jouer contre des équipes européennes qui n'avaient jamais trop eu l'occasion de se confronter, c'était un test intéressant pour le Qatar. Ça leur permettait de tester ses capacités, puisque le Qatar a beaucoup évolué en Asie. Il avait fait ses preuves il n'y a pas si longtemps en gagnant la Coupe d'Asie en 2019. Et ça permettait de tester cette équipe qatari qui n'a pas vraiment relevé le test, puisque ils ont défait les ogres luxembourgeois et azerbaïdjanais, je crois, une fois. Et puis par contre, ils ont perdu très sèchement contre la Serbie, contre l'Irlande, contre il y avait qui d'autre dans le groupe? Serbie, Irlande, ils ont perdu, ils ont fait d'un vieux nul au Luxembourg 0-0, enfin bref. C'était Mais très laborieux. c'est ça Excuse-moi. qui est un peu paradoxal avec cette équipe, c'est que, enfin, on a quand même l'impression qu'il y avait un très net progrès évidemment depuis 20 ans, parce qu'avant, l'équipe Oui. n'existait pas. Mais tu as parlé de cette victoire en Coupe d'Asie contre le Japon. Le Japon, on sait que c'est une équipe qui arrive à se qualifier régulièrement depuis 20 ans pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc c'est des équipes qui jouent à un très bon niveau. Et pourtant, tu l'as dit, ils perdent contre la Serbie, ils galèrent contre l'Azerbaïdjan. Comment est-ce qu'on peut situer cette équipe à peu près, et notamment par rapport à ce groupe A? Et il y a plein d'exemples comme ça, on va pas parler pendant une demi-heure de tous les exemples, mais pendant 2 ans jusqu'à, disons, un peu avant 2020, ils étaient vraiment sur une pente ascendante de progression et c'était vraiment très encourageant. Mais il faut pas obstruer le fait que ça reste une équipe qui est très bonne offensivement, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais du côté défensif, ça a quand même plus de lacunes, lacunes de concentration, lacunes un peu de talent, n'ayons pas peur de le dire, euh, mais surtout un des vrais problèmes était le poste de gardien notamment, qui faisait énormément de boulettes, faute de concentration, etc. Donc évidemment, comme dirait l'ancien, pour gagner une compétition, il faut un grand attaquant et un grand gardien. Ouais, Bon, très bien. le- On va arriver sur les joueurs très rapidement. Je voulais juste que tu nous donnes au moins le nom et éventuellement les quelques préceptes jeu de l'entraîneur, voir à qui un peu on a affaire avant de parler des joueurs. Alors du coup, le coach, le sélectionneur depuis un bon moment, 5-6 ans je crois, c'est Félix Sanchez, espagnol. C'est un Oui, il est ancien pas de la, qatari, lui. Il est pas il est qatari pas d'origine. qatari du tout, non. C'est un ancien de la Masia. Il faut savoir que l'Espagne, le foot espagnol et l'exemple de la Masia a été vraiment, ça a été une inspiration pour l'Académie Aspire, dont 70% je crois des joueurs de l'équipe nationale actuellement sont issus. Vraiment grosse inspiration espagnole. Félix Sanchez en est le meilleur exemple puisque il a gravi tous les échelons de la sélection nationale qatari en entraînant les U13, les U14, les U15, les U18, U21 et jusqu'à prendre la A. Et en fait, il a suivi le même groupe de joueurs, le même cœur de joueurs sortis d'Aspire, et ben il les a suivis jusqu'à la A. Donc c'est en fait en réalité ça fait 15 ans qu'il est leur coach en réalité. Ouais, ce qui a le mérite d'être intéressant comme C'est victoire. ça. Et en termes de style de jeu, j'imagine que c'est ta question Ouais. suivante, c'est un style de jeu basé sur les relances rapides, relance au pied, jeu court, possession de balle. Je donnerai l'exemple du tiki-taka, même si bon, à se calmer quand même, calmons-nous, c'est pas non plus Pep Guardiola, mais disons que l'idée est là. Il était à la Masia entre 2005 et 2009. Hein, voilà, l'influence était très réelle. L'influence était très réelle, mais donc du coup, ces préceptes-là, ces préceptes très Barcelone, H d'or, etc. Et quand on regarde le Qatar jouer, c'est assez agréable. Beaucoup de combinaisons de passes rapides. C'est pas un jeu très fermé, c'est pas un jeu on va balancer devant sur la flèche qui court. Enfin, c'est vraiment des concepts de jeu
ancré et très intéressant, mais qui des fois pas posait problème, puisque prenons l'exemple encore une fois côté défense, et relance courte du gardien c'est bien, euh, mais ça fait faire des erreurs quand il est pas bon. Donc voilà. Forcément. Bon, allons du côté des joueurs maintenant. Habituellement, sur les autres nations, j'ai l'habitude de demander à nos experts de nous donner un peu la colonne vertébrale parce qu'on connaît au moins quelques noms à chaque fois. Là, a priori, pour le Qatar, peut-être à part un ou deux noms, il n'y aura pas grand monde qu'on connaît. Donc, est-ce que tu peux nous donner les 2-3 joueurs à suivre dans cette sélection du Qatar? Je dirais qu'il y a deux noms principalement à suivre, qui sont les deux stars offensives de l'équipe, n'ayons pas peur de le dire. En tête, le jeune Akram Rafif, qui est qui a un des meilleurs joueurs asiatiques à l'heure actuelle, et ce depuis plusieurs années déjà. C'est un joueur très technique, il est vraiment agréable à regarder. Disons que c'est l'atout clé, l'atout technique de cette équipe, et il peut débloquer une situation très rapidement. Et très honnêtement, je pense que dans un club européen, il aurait clairement les moyens de s'imposer et de faire des très très belles choses en Europe et de se faire connaître. C'est aussi l'occasion pour lui de se faire connaître. Et le deuxième, c'est l'avant-centre qui s'appelle Almoez Ali, qui lui pour le coup est beaucoup moins technique, mais c'est un très bon finisseur. Il a déjà prouvé par le passé qu'il savait empiler des buts. Euh, il est à l'heure actuelle déjà le meilleur buteur de l'histoire de la sélection qatari, avec une cinquantaine de buts si je me trompe pas, en peut-être 70 sélections, un truc comme C'est ça. solide, ouais. C'est très solide. Et lors de la Coupe d'Asie 2019, ce tandem a fini meilleur buteur et meilleur passeur. Si on doit parler de ses lacunes, euh, disons que c'est un cerveau qui marche sur courant alternatif, soyons honnêtes. Et des fois, s'il va être capable de faire des gestes de génie, j'ai en tête son retourné acrobatique entrée de la surface face au Japon. J'ai aussi en tête un match en coupe arabe il y a un an, où en fait, il a 5 occasions devant le but, le gardien est battu et ça va à droite, à gauche, ça sort. Enfin, c'est pas cadré. Et pourtant, c'est un bon finisseur, mais c'est à courant alternatif. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir se régaler devant ce petit tandem offensif là qui va, on l'espère, nous offrir au moins une belle première confrontation contre l'Équateur, j'espère. Et puis après, J'espère, oui. on verra si le Qatar arrive à jouer son rôle d'outsider à fond. J'avais une dernière question pour toi, Samy. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'événement d'une vie pour ces joueurs-là. Comment est perçue cette équipe et aussi attendue cette équipe sur place? Est-ce que tu as des infos? Est-ce que tu sais quelle est l'attente? Quelle est la culture foot aussi un petit peu là-bas sur place au Qatar? Alors, la culture foot est assez développée, donc beaucoup de gens aiment le foot, il n'y a pas de problème, mais le sport en général n'est pas très répandu au Qatar. La société qatari n'est pas vraiment sportive, soyons très honnêtes. C'est vraiment des personnes sédentaires, mais euh, disons que il y a surtout une grande fierté des Qataris pour leur nation. Quand ça implique un athlète de leur pays ou leur équipe nationale, ils savent se montrer présents. Lors des différentes compétitions qu'ils ont accueillies, que ce soit du foot ou autre, dès que il y avait le Qatar qui jouait, ils étaient présents, mais en mettant l'ambiance vraiment vraiment proprement, quoi. Ils ont le don de supporter leur équipe vraiment à fond, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il y a pas de problème. Parfait. Bon, bah écoute, on espère que les supporters qataris seront meilleurs dans les stades que dans le BTP. Parce que Exactement. merci beaucoup, Samy, pour tes éclaircissements sur la sélection qatarie. Ça va être très sympa de suivre cette équipe aussi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, bah Val, j'ai dit intriguant dans mon lancement, je pensais pas que ce serait à ce point-là. Finalement, ils ont un peu obligation de réussite parce que on risque un peu de tous se foutre de leur gueule si s'ils se plantent sur cette compète. Après, à voir, hein, parce que j'avoue que du coup, ça fait 6 mois que les joueurs n'ont pas joué de compétition. Donc, à voir s'ils vont avoir un rythme physique suffisant pour enchaîner les matchs à très haut niveau. Après, je ne doute pas des capacités de médecine
du Qatar qui pourra éventuellement leur injecter des petits remontants au cas où. Et puis un petit arbitre maison comme on a vu à la Coupe arabe, Ouais. on n'est pas à l'abri de ça non plus. Ok, bah hâte de découvrir cette équipe. Je te propose qu'on enchaîne avec les Pays-Bas, qui est la deuxième équipe du groupe. Et qu'est-ce qu'on a fait sur les Pays-Bas? Attends, je sais plus trop. On a été voir Enzo Pello, mais j'avoue que tu fais vachement bien le mec qui joue l'acteur depuis le début de cette émission. Parce que c'est complètement toi qui as été voir Enzo Pello. Et c'est super, en tout cas, ta déformation professionnelle de journaliste radio est érodée. Ouais, bon, je me tape un peu la honte, mais écoute, on tente des trucs, c'est la première. En tout cas, ça a été un super entretien avec Enzo. C'est une équipe un peu outsider, les Pays-Bas. Vous savez tous qu'ils n'ont jamais gagné cette compétition et pourtant ils en ont eu l'occasion. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on plonge dans cette sélection mystérieuse avec une star qui joue pas notamment et des jeunes à suivre. Salut Enzo, merci beaucoup de passer un petit moment avec nous. On va s'attaquer avec toi à une sacrée sélection qui a certes jamais gagné la Coupe du Monde, mais c'est peut-être la sélection qui a le plus marqué la Coupe du Monde sans jamais la gagner. Je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la colonne vertébrale que t'attends des Pays-Bas? Oui, bien sûr. Déjà, bien sûr, le cadre principal, c'est Virgil van Dijk en défense centrale. C'est l'incontournable de cette équipe. On sait qu'il sera là à tous les matchs. Ce sera sa première Coupe du Monde en plus, et sûrement peut-être aussi sa dernière. Donc, je pense que, enfin, c'est certain qu'il sera là et je pense qu'il sera au niveau. Il donnera tout cette année. Après, devant, bien sûr, t'as Memphis Depay qui lui aussi un indiscutable aux yeux de Van Gaal, qui sera aligné devant, sûrement en compagnie de Bergwijn aussi, qui, même s'il est retourné aux Pays-Bas et à l'Ajax, qui est très, très, très performant en sélection et qui est quasi sûr, quasi certainement aligné en compagnie de Depay devant dans 3-5-2. Au milieu, tu as bien sûr aussi Frenkie de Jong qui sera là, c'est certain. Ceux qui seront aussi alignés, je peux parler de Denzel Dumfries. Sur le côté droit, il a quasiment aucune concurrence et c'est un joueur de classe mondiale à son poste. Et après, pour les autres postes, c'est plus ouvert. Au poste de gardien de but, il y a énormément d'incertitudes. Il y a trois voire quatre gardiens qui peuvent se jouer la place de titulaire. En défense centrale, tu as énormément de monde et au milieu, pareil, c'est assez bien peuplé, assez homogène, donc ce sera intéressant de voir quels seront les choix de Van Gaal. Déjà, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que tu rappelles à tout le monde à quel point cet effectif est monstrueusement riche et que il y a de la concurrence, peut-être à part au poste de Dumfries, il y a une concurrence de fou à tous les postes. Est-ce que Van Gaal, il a une équipe type où vraiment tu peux t'attendre à des surprises dès le début de la compète? Je pense qu'on aura des surprises parce que depuis le début de saison, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà dans l'esprit de Van Gaal sur le poste de piston gauche, dans le 3-4-1-2 de Van Gaal, pardon, il y avait vraiment énormément de débats entre Daley Blind et Tyrell Malacia. Et surtout en défense où, aux côtés de Van Dijk, tu peux avoir Jurrien Timber, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, Stéphane De Vrij et il y en a encore comme Sven Botman et Struijk qui peuvent attendre. Je pense que on peut s'attendre à beaucoup de surprises dans le 11. Mais en tout cas, Van Gaal devra faire des choix, ça c'est certain, parce qu'il y a énormément de concurrence et il n'y a pas tout le monde qui pourra jouer au Qatar. Est-ce que aux Pays-Bas, je sais pas si tu as des échos un peu de la presse là-bas, mais est-ce que aux Pays-Bas on dit première place obligatoire, sinon ce sera un échec ou comment on aborde cette phase de groupe? Je pense qu'aux Pays-Bas, on attend plus. On se focalise pas énormément sur la phase de groupe. Bien sûr, on attend les Pays-Bas à la première place. C'est presque une obligation, mais on attend surtout les Pays-Bas en phase d'élimination directe. C'est là qu'il va falloir faire leur preuve, qu'ils vont faire leur preuve face à des grosses nations. Les dernières compétitions internationales, ça a pas été le cas, ça s'est souvent écroulé. Donc c'est là qu'on attend les Pays-Bas. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire sur le fait qu'ils vont sortir des phases de groupe. Je te propose qu'on parle un peu de Van Gaal. On l'a abordé tout à l'heure. C'est un coach que tout le monde connaît. Il y a ce passage un peu compliqué à Manchester, mais en même temps tout le monde s'est un peu pris les pieds dans le tapis là-bas.
Comment tu pourrais le décrire, toi, comme coach à la tête des Pays-Bas? On connaît un peu le profil et le caractère un peu taré du bonhomme, mais en même temps, on adore ça. Euh, Quel genre de coach c'est avec cette sélection? Comment tu pourrais le décrire? Brad, c'est un sélectionneur qui a ses têtes, qui a ses bons élèves et ses mauvais élèves. J'en ai parlé avec Daley Blind, Daley Blind est très critiqué aux Pays-Bas, notamment lorsqu'il joue en sélection, et pourtant Van Gaal lui renouvelle souvent sa confiance. Faudra voir si c'est le cas au Qatar, parce que ça commence vraiment à être assez difficile pour Daley Blind. Mais par exemple, pareil, un David Klassen qui est encore présent en sélection, il y a beaucoup de débats à son sujet, parce qu'il est même plus titulaire à l'Ajax. Globalement, c'est un sélectionneur comment dire, qui est bien vu du côté des Pays-Bas. Il a vraiment fait un très bon boulot depuis qu'il a repris l'équipe après l'Euro de 2021, où ça a été vraiment un échec avec De Boer. Quand tu vois la série qu'ils ont avant ce mondial, où ils sont invaincus depuis je sais pas combien de matchs, et où ils arrivent à battre la Belgique, à vraiment dominer presque tous leurs adversaires. C'est un coach qui est très bien vu aux Pays-Bas, qu'on espère au fond ne pas voir partir après la Coupe du Monde, même si ce sera sans doute le retour de Ronald Koeman. Et moi, il fait vraiment un très bon boulot. Alors, il a comme quelques problèmes avec ses mauvaises têtes, ou même des fois des choix un petit peu discutables. Mais on sait que là-bas, c'est vraiment une légende. Il y a une petite histoire autour de ce coach qui a été victime d'un cancer de la prostate il y a quelques mois, qui a encore plus soudé le groupe, en fait, ce mondial, c'est un peu the last dance pour le central, et on sait que les Oranges comment dire, ont un devoir, entre guillemets, de lui rendre hommage et de rendre hommage à cette légende du football bataille. Ouais, et puis même du football mondial, hein, Ventral, Ouais. je parlais de Manchester, mais ce qu'il a fait à Barcelone, ce qu'il a fait à l'Ajax, ce qu'il a fait dans toute sa carrière, c'est absolument monstrueux. Il mériterait une émission à lui tout seul, et même plusieurs. On a parlé du coach, on a parlé des cadres. Est-ce que il y a des joueurs un peu moins connus que tu aurais envie de mettre en avant dans cette sélection? Il y en a un dont j'ai envie de parler qui sera, je pense, titulaire. C'est pas certain, mais c'est Jurrien Timber dans la défense. À 3 du coup, en axe droit, aux côtés de Van Dijk. Un élément très important. Depuis notamment la victoire face à la Belgique, où les Pays-Bas ont roulé sur leurs ennemis de toujours. Et il était aligné en défense du coup en compagnie de Van Dijk et de Nathan Ake. Donc je pense que ça sera cette défense à 3 qui sera titulaire. C'est celle qui a le plus comment dire, d'expérience, d'automatisme, qui a le plus fait ses preuves aux Van Gaal. Donc on a un Matthijs de Ligt, un Stephen Doré sur le banc. Et Jurrien Timber, pour moi, je trouve vraiment que c'est un joueur exceptionnel, un jeune très prometteur. Ce qu'il montre avec l'Ajax du haut de ses 21 ans, si je me trompe pas, c'est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait, balle au pied, défensivement, même dans les duels physiques. C'est pas le plus grand, mais il en impose. Il a une sacrée autorité, une vraie sérénité. Et dans le style de jeu de l'Est central, où les défenseurs ont énormément de responsabilités avec le ballon, c'est un joueur qui se fond parfaitement dans ce système. Et je pense qu'il pourrait réellement se révéler aux yeux du monde. Est-ce que on peut parler un peu de Memphis qui est on sait tous à Barcelone et il joue pas, enfin en tout cas pas assez par rapport à son talent. Ventral pardon comme tu le dis bien compte sur lui et c'est un titulaire indiscutable ou il a été remis un peu en question ces derniers temps? Comme tu le dis, Memphis Depay, c'est une star il fait partie des stars de cette équipe, et je dirais même que c'est un peu la figure de proue. Il incarne un peu cette arrogance à la néerlandaise, cette confiance en soi, enfin, vraiment, cette confiance, cette estime de soi même. On sait qu'il sera là, qu'il sera titulaire. Et Van Gaal a dit qu'il voulait des joueurs qui aient du temps de jeu, qui soient en forme, mais il a aussi fait comprendre du côté que Memphis, quoi qu'il arrive, il sera sans doute titulaire. Et à chaque fois qu'il est en sélection, même s'il n'est pas forcément en rythme en club, à chaque fois qu'il est en sélection, qu'il arrive à, comment dire, combiner avec Bergwijn, c'est excellent, les deux, ce qu'ils proposent devant. Et oui, pour moi, non, Memphis Depay, il sera indiscutable dans cette sélection aux yeux d'un Van il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs de cet effectif. Et il est indéboulonnable, et je pense que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde aussi à lui.
c'est peut-être comment dire, c'est 3 ou 4 dernières années au plus haut niveau. Mais on connaît le caractère du bonhomme, on sait ce qu'il est capable de faire. Et en sélection, c'est vraiment du Memphis Depay de très 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 haut niveau. Et je pense qu'il pourra faire extrêmement mal au Qatar et à ses adversaires. Bah écoute, moi je t'avoue que c'est une des équipes qui m'excite le plus là sur cette compète. Si toi tu devais te mouiller, tu parierais sur quoi pour le parcours des Pays-Bas à la Coupe du Monde? Se mouiller avec les Pays-Bas, c'est difficile, hein, parce qu'on Ouais. a souvent d'énormes déceptions. C'est un peu le problème, justement, comme quand j'en parlais tout à l'heure, de cette arrogance à la néerlandaise, Mm. cette estime de soi où en fait, t'as énormément de soucis, des fois, dans des compétitions longues d'un mois avec un groupe qui a énormément d'ego. Ah bah les Allemands peuvent en témoigner ouais, Ouais, voilà, dans l'histoire. Ouais. exactement. Exactement. Donc, c'est pas toujours facile. Dans ces grandes compétitions, il faut être un groupe extrêmement soudé. Mais moi, je pense que les quarts de finale doivent être l'objectif minimum de cette équipe. Et même si elle y va sans doute pour jouer la gagne, comme un peu toutes les grosses nations de, d'Europe et même d'Amérique du Sud, j'espère au moins les voir en demi-finale, faire un dernier carré. Ça a rassuré sur les vraies qualités des Pays-Bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Pays-Bas très haut niveau dans une compétition internationale. Bah ça Mais fait on peut dire 12 ans, non? La ouais, ouais, finale c'est contre ça, ouais. l'Espagne, ouais, c'est Depuis, ouais, ça. en Afrique du Sud, c'est ça. On a vraiment vécu un énorme creux générationnel avec un modèle de formation qui a été remodelé justement par Van Gaal, pas forcément de la bonne manière, mais on est revenu aujourd'hui à peut-être faire partie des 4 ou 5 meilleures sélections européennes. Et ils ont un groupe abordable, donc ils pourront peut-être faire reposer aussi leur cadre durant la troisième journée. C'est aussi important quand on sait qu'il y a énormément de matchs en cette première partie de saison, que j'ai énormément d'organismes qui sont usés. Donc moi je les vois minimum quart de finale, je pense que ça doit être l'objectif minimum. Après on va commencer à tomber sur des grosses nations. Je crois de mémoire on peut tomber sur l'Argentine en quart de finale, qui est déjà un favori. Donc à partir de ce moment-là ça va être plus difficile, mais Van Gaal va espérer aller au moins jusqu'en demi, je pense. Ok Enzo, bah écoute, en vrai on pourrait en parler pendant des heures parce que comme tu l'as dit, c'est un effectif qui est hyper impressionnant et tu vois pendant qu'on parlait, on se rappelait la finale contre l'Espagne. Je me demande s'ils ont pas une génération qui est encore plus belle cette année pour cette compétition. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, en fait, comparé aux dernières années, c'est vraiment un effectif qui allie la qualité, mais surtout la quantité. En fait, t'as énormément de joueurs à tous les postes, sauf, comme j'ai dit, en poste de piston droit peut-être et au poste de gardien de but où c'est vraiment là le maillon faible de cette équipe. Et oui, non, t'as vraiment une belle génération qui arrive. Je t'as vraiment des jeunes de 21, 22 ans qui commencent à émerger, qui sont pas encore dans la fleur de l'âge, comme on dit, mais des joueurs comme Cody Gakpo, comme Jurrien Timber, comme Kenneth Taylor aussi au milieu, j'en ai pas parlé, mais qui sera à suivre s'il est sélectionné, pardon. Comme Xavi Simons aussi, j'espère qu'il sera là, le petit Xavi Simons. Il faudra aussi voir si Van Dijk arrive à se hisser au niveau d'une Coupe du Monde qu'il a jamais disputée. Et si les Depay, De Jong, Bergwijn arrivent aussi à emmener cette équipe assez jeune, comme toujours, en tout cas le plus loin possible. Merci beaucoup Enzo. Non. Il a l'air très mature comme ça, mais il a que 18 ans et il est promis à de très belles choses. J'espère qu'on te reverra chez 11e art et merci encore pour cette participation au preview de la Coupe du Monde. Merci encore à Enzo pour ce super entretien. Val, j'imagine que bon, il est parti de chez toi et tu le pleures encore. T'as un petit mot sur Memphis Depay? Ouais, bah, je suis retombé encore dernièrement là sur une compilation de toutes ces buts à l'Olympique Lyonnais. Je peux te dire que j'ai un petit peu pleuré quand je pense au pied de Karl Toko Ekambi aujourd'hui. Mais bon, bref. Ouais, Memphis, bah écoute, j'espère qu'il va enfin réussir à performer dans une très grande compétition. Lui qui avait explosé à la Coupe du Monde 2014 d'ailleurs. Et une petite stat, je crois qu'il est qu'à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Bon, s'il arrive à le faire sur cette compétition, c'est absolument énorme. Mais nul doute que c'est probablement un record qui va tomber. Et voilà, moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, donc j'espère qu'il va pouvoir performer ainsi un petit peu.
Ouais, et puis on espère aussi pour lui qu'il rebondira après cette Coupe du Monde. On entend parler là d'une rupture de contrat pour qu'il puisse aller jouer ailleurs. Affaire à suivre, mais ça, ce sera du poteau carré et ce sera à la rentrée. On enchaîne avec le Sénégal, le triste Sénégal. Je dis triste parce qu'on a appris tout récemment la blessure de Sadio Mané. C'est un déchirement pour tous les gens qui kiffent le foot et j'imagine que tous les Sénégalais sont bien tristes aujourd'hui. Du coup, Val, toi, t'as rencontré Adama Ndione, qui est journaliste au Sénégal et qui t'a donné un peu la température au pays. Comment tu les sens à l'approche de la compète? Bah, il y a ce paradoxe-là où tout le monde est un petit peu suspendu à la décision de Sadio Mané, qui n'est pas encore officielle, il faut le préciser quand même. Mais ce paradoxe de la blessure qui fait craindre évidemment une élimination plus tôt que prévu. Et cette espèce de joie collective qui existe depuis janvier dernier avec ce titre en Coupe d'Afrique. Donc c'est un paradoxe. Il y a aussi une forte confiance envers Aliou Cissé, le sélectionneur. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis avec notre émission, avec notre petite preview avec Adama. Alors, pour notre preview du Sénégal, je suis avec Adama aujourd'hui. Merci Adama d'être avec nous pour cette petite preview, pour nous parler un petit peu de l'équipe sénégalaise. Merci à toi aussi, Valentin. Eh ben avec plaisir. On est en novembre. Il y a quelques mois, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est la dynamique depuis cette victoire en Coupe d'Afrique? Oui, merci Valentin pour l'invitation surtout. Je crois que l'équipe nationale du Sénégal, un peu comme les autres sélections, depuis la qualification pour la Coupe du Monde, s'est mise dans la peau, en tout cas, d'un mondialiste et par conséquent, ça change forcément des choses. Et comme vous le savez, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations il y a 9 mois de cela, en février dernier au Cameroun. Et c'était quand même un très grand événement, comme vous pouvez vous en douter. Et dans la même lancée, justement, depuis lors, justement, un mois plus tard, le Sénégal se qualifiait pour la Coupe du Monde devant le même adversaire que lors de la finale. Vous savez, vous comprenez aisément la portée symbolique que cette qualification avait eue, d'autant plus que c'était contre son camarade de Liverpool à l'époque, Mohamed Salah. Pour toutes ces raisons, c'était véritablement un grand moment du football sénégalais. Je pense que 2022 a été la plus grande année de l'histoire du football du Sénégal. Et ça, on peut le dire très aisément. C'est la raison pour laquelle je pense qu'actuellement, voilà, c'est toujours dans cette dynamique que l'équipe est en train de se préparer pour le mondial. Bon, alors on va parler des joueurs un tout petit peu après parce qu'on a appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais avant ça, du coup, tu parles de la dynamique qui est assez bonne. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs du Sénégal pour cette Coupe du Monde? Alors, est-ce que c'est uniquement sortir de la phase de groupe ou est-ce qu'il y a des objectifs encore plus ambitieux? Bien sûr, vous savez, les objectifs, ça dépend d'une part de ceux qui sont, par exemple, extérieurs à l'équipe, les autres nations, comment elles vous perçoivent, et aussi en interne, comment les gens eux-mêmes perçoivent ces ambitions-là. Et de notre côté, il y a le staff et les joueurs qui, par rapport à leur qualité, peuvent se fixer, eux, des objectifs au moment où les supporters de leur côté peuvent, en tout cas, avoir leurs propres ambitions. Mais aujourd'hui, il est très clair que si je parle un peu par exemple, de la perception que les autres ont de l'équipe nationale du Sénégal, bien sûr, lors des derniers mois, si vous lisez la presse, qu'elle soit nationale ou internationale, surtout africaine, vous vous rendez compte que beaucoup de gens sont en train d'adouber le Sénégal, sont en train de louer les qualités de cette équipe, aussi bien du point de vue individuel que du point de vue collectif par rapport à ce qu'ils ont produit jusque-là. Et vu sous cet angle, on peut se dire que voilà, le Sénégal peut aller à la Coupe du Monde avec de sérieuses ambitions. Maintenant, du côté du staff et en interne, avec le sélectionneur qui est là, je le rappelle, depuis 2015, il faut dire depuis septembre 2015, donc 7 ans déjà bouclés, lui aussi, il se dit que quand il est arrivé, sa première CAN, c'était un échec en 2017, il a été éliminé en quart de finale,
2019, il joue une finale. 2018, il se qualifie à la Coupe du Monde. Et puis 2019, il joue la finale de la CAN. Cette fois-ci, il revient en Coupe du Monde après avoir remporté la CAN. Donc, nécessairement, si on considère cette dynamique ascendante, bien entendu, les ambitions de l'équipe et du staff, c'est d'aller le plus loin possible. Rappelez-vous, en 2002, le Sénégal avait joué un quart de finale de Coupe du Monde. Et cette fois-ci, les gens se disent que c'est véritablement le moment et que le Sénégal peut aspirer à, en tout cas, aller au moins en demi-finale, faire autant ou bien plus que l'équipe ne l'avait fait et être, pourquoi pas, la première nation africaine à jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Ah oui, donc des grosses ambitions. Et tu as parlé justement du sélectionneur Aliou Cissé. Comment est-ce qu'il est perçu au pays? Bon, évidemment, je suppose que la victoire en Coupe d'Afrique lui a donné une sacrée cote, mais quel est le ressenti du peuple sénégalais par rapport à Aliou Cissé? Les sentiments étaient très mitigés au début. Bon, au tout début, quand il a été nommé sélectionneur, il faut dire qu'il bénéficiait à l'époque d'un énorme préjugé favorable, hein. À l'époque, il faisait bonne presse parce que voilà, il y avait Giresse qui venait de d'échouer et voilà, après que la fédération ait décidé de se séparer de Alain Giresse, il y avait une opinion populaire qui disait maintenant c'est le moment de promouvoir un entraîneur local et essayer de lui donner la chance et le temps de construire quelque chose. Donc, à l'époque, l'opinion était hyper favorable. Et donc, sa première phase finale était la CAN 2017, où le Sénégal avait d'énormes ambitions avec une grosse équipe. Sadio Mané était au sommet de son flambeau. D'autres joueurs, très bons joueurs venaient de rejoindre à l'image de Keita Diao Baldé. Et donc, se voir éliminé par une équipe du Cameroun qui, à l'époque, n'était pas jugée hyper, en tout cas, performante, était perçu comme un gros échec. Et depuis lors, les critiques avaient commencé à fuser sur le dos d'Aliou Cissé. Et cela l'a poursuivi jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Et là, c'était vraiment, il y avait beaucoup de gens qui militaient pour qu'on se sépare d'Aliou Cissé. Mais heureusement, hein, la fédération a tenu bon. Elle a décidé de le maintenir. Il est parti à la CAN suivante. Et comme vous le voyez, il l'a remporté. Il est revenu en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, la perception que les gens ont d'Aliou Cissé, je suis presque sûr, je me hasarde, hein, je me lance en donnant un pourcentage. Moi, je pense que pas moins de 90% des gens vraiment sont actuellement favorables à ce que Aliou Cissé reste à la tête de la sélection. Très bien. Donc ouais, il est vraiment soutenu par tout un peuple Oui. et du coup il va mener une sélection qui va être non pas décimée mais a priori qui sera privée de son meilleur joueur Sadio Mané on l'a appris cette semaine et a été blessé dans le match avec le Bayern Munich. Au-delà de cette blessure, du coup, est-ce qu'on sait à peu près la colonne vertébrale qu'aura l'équipe, les joueurs qui sont à peu près sûrs d'être titulaires? Pour faire simple, aujourd'hui, il y a un gros doute. Son club ne confirme pas qu'il est complètement out pour la Coupe du Monde, mais sa participation, elle est compromise. Or, si vous voulez être professionnel jusqu'au bout des ongles, vous êtes obligé d'adopter un plan A et un plan B. Et aujourd'hui, force est de constater que même s'il y a de l'espoir que le joueur, en tout cas, participe à la Coupe du Monde, le staff est obligé de penser à un plan sans Sadio Mané, bien entendu. Je vais directement parler de l'attaque. Et aujourd'hui, sans Sadio Mané, il y a un jeune Iliman Ndiaye dont beaucoup sont en train de parler aujourd'hui et qui est en train d'exploser en championship britannique avec son équipe de Sheffield. Et donc, aujourd'hui, on se dit pourquoi ne pas jouer avec une attaque qui sera composée d'Eliman Ndiaye qui va occuper numériquement la position d'attaquant excentré gauche de Sadio Mané avec Ismaël Assar à droite, puis Boulaye Dia comme attaquant de pointe et juste Crépin Diatta de Monaco derrière l'attaquant de pointe. Aujourd'hui, la composition la plus probable, elle sera cette composition-là, même s'il y a aussi l'option d'Emba qui joue au Torino et Nicolas Jackson, dont, en tout cas, à mon avis, l'un des deux pourrait faire les frais des choix du sélectionneur. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'avec le milieu de terrain, avec ce que nous avons, avec que ce soit Idrissa Gana Gueye ou Pape Alassane Gueye ou Nampalis Mehdi, il y a quand même des Patécis qui jouent actuellement au Rayo Vallecano. Il y a quand même des solutions de rechange, même si une absence de Sadio Mané serait extrêmement rédhibitoire pour ce Sénégal. Hmm. Bon, et ils ont quand même la chance d'avoir plusieurs gars derrière qui savent aussi tenir la baraque. Ouais, Évidemment, Mendy, même s'il traverse une phase un peu plus compliquée à Chelsea, mais oui. il y a Mm. Kalidou Koulibaly aussi qui sera là. Donc, ils ont quand même des joueurs
de très très haut niveau. J'ai une petite dernière question pour toi, Adama. Si tu devais nous recommander un joueur, alors pas forcément le plus connu d'entre eux, tu nous as cité justement le joueur de Sheffield, est-ce que tu en aurais un à nous recommander et à nous décrire un petit peu le joueur à suivre dans cette sélection? Moi, peut-être que je peux être subjectif, hein, Valentin, sur le coup, Bah, c'est le mais but, je c'est le parle but. parce que c'est un joueur que j'apprécie bien et que je verrai bien exploser durant cette Coupe du Monde. Il s'agit de Pape Matar Sarr, qui est présentement joueur à Tottenham Hotspur, qui a joué en France avec le FC Metz Le FC Metz, ouais, on et l'a vu. qui avait beaucoup d'espoir aujourd'hui, bien sûr. Il a joué en Ligue 1, mais là, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, hein, qui réclament même, d'ailleurs, qu'il doit être titulaire dans ce milieu de terrain du Sénégal. C'est un gros espoir et il a une très belle palette technique, surtout un profil assez intéressant, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'éliminer un, deux joueurs et frapper de loin, surtout lorsque le Sénégal joue avec des équipes et qui évoluent avec un bloc bas où tu as besoin d'excentrés qui tirent sur la ligne de touche et un bon joueur qui peut frapper de loin. Là, le profil de Pape Matar Sarr peut être très intéressant pour le Sénégal. Moi, personnellement, honnêtement, c'est un joueur que j'aimerais vraiment voir briller dans cette prochaine Coupe du Monde pour le Sénégal. Bon bah super, écoute, nous on a hâte de voir les premiers matchs du Sénégal, surtout qu'il y a un gros premier match d'entrée face aux Pays-Bas. Donc Ouais. ça va être costaud, mais nous on aime beaucoup cette équipe, en tout cas chez 11e art. On a notre ami Flo qui est un grand fan et un grand fan de Sadio Mané aussi. Ah ouais. Donc on espère de tout cœur que le Sénégal pourra performer un petit peu pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, merci beaucoup Adama pour nous avoir accordé un petit peu de temps et pour nous avoir parlé de ta sélection. Je vous en prie, Valentin. Merci à vous. Merci à toi. Ça fait du bien d'avoir des journalistes sur place parce que tu sens vraiment qu'ils sont bien en phase avec les ressentis des supporters. Toi, à titre perso, Val, je te demande un groupe Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Équateur, tu les vois potentiellement sortir du groupe, le Sénégal? Bah, sur le papier, oui. Après, il y a évidemment cette interrogation et à voir comment Sadio Mané va être substitué s'il est véritablement blessé. Euh, Après, je trouve qu'on va être un peu dans l'interrogation de comment on va réussir à faire l'Équateur, dont on va parler dans quelques minutes, et puis de comment on va être prêt le Qatar aussi. Est-ce que c'est une équipe qui peut se surpasser? Je pense que les Pays-Bas seront au-dessus, à voir ce que le Sénégal peut faire. Mais oui, sur le papier, c'est une équipe qui doit sortir des poules. Ouais. Ok, donc tu parlais justement de l'Équateur. C'est l'équipe un peu qui peut être l'équipe surprise de ce groupe. C'est un peu l'équipe hipster du groupe avec un mélange de joueurs qui évoluent en MLS, en Amérique latine et quelques-uns en Europe. Du coup, toi, tu es allé à la rencontre de Maxime qui tient le compte football thérapeute. Comment il la sent cette équipe? C'est quoi les joueurs à suivre? Pourquoi il y a enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite excitation autour de l'Équateur pour cette Coupe du Monde. Ouais, bah c'est l'équipe un peu hipster par excellence en ce moment. Déjà, ils ont un beau maillot, donc ça va être sympa. Deuxièmement, on sait que si Tom Abadi suit cette équipe et qu'il nous casse les couilles depuis 3 semaines dans les conversations Ouais, c'est vrai, ouais. 11e art, c'est que forcément, c'est un truc de hipster. C'est Euh, vrai. Et quand je pense que Jules a osé dire dans un lancement que c'était toi le casse-couille. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est dingue. Non, mais cette équipe est assez intrigante aussi. Alors, pas dans le même sens que le Qatar, mais plus dans le sens que il y a quand même pas mal de joueurs un peu reconnus. On pense à Caicedo, on pense à Estupiñán, reconnus en Europe. Et il y a une alchimie qui prend depuis quelques mois, depuis quelques années même. Donc voilà, et il y a une belle génération qui arrive, mais je vais pas tout vous spoiler. Je vais laisser plutôt Maxime vous raconter tout ça. Salut Maxime. Salut Valentin, très content d'être là, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour notre aide. Donc Maxime, toi tu tiens la page Football Therapist sur Twitter et puis tu produis aussi pas mal de contenu sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je traite un peu différents types de football, je m'intéresse un peu au succès, aux différents succès qu'il y a dans le foot à tous les niveaux, notamment les académies, pourquoi telle académie arrive à produire plus de joueurs. Et c'est en fait comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à l'Équateur, le sujet du jour. Donc le sujet de l'Équateur, donc l'Équateur qui est donc l'équipe du groupe A qui va donc ouvrir le bal
ce dimanche 20 novembre face au Qatar. Où en est l'Équateur depuis 4-5 ans, sur quelle dynamique ils sont et quelles sont les perspectives et les objectifs pour cette Coupe du Monde? Alors l'Équateur a un peu toujours été une nation de seconde zone, je dirais, en Amérique du Sud, si je puis dire, parce qu'ils se sont qualifiés à plusieurs Coupes du Monde récemment, 2002, 2006, 2014 et donc 2022. Mais ils n'ont jamais remporté de Copa América, ni même connu de finale, par exemple. Et justement, la tendance semble être en train de s'inverser ces dernières années, parce que en 2018, ils finissent 8e sur 10 ou 11 pour les qualifications justement à la Coupe du Monde en Russie. Et puis là, ils ont été très longtemps 3e des qualifications de cette Coupe du Monde, avec une bonne avance avant de se faire dépasser d'une place par l'Uruguay lors de la dernière journée de cette phase de qualif. On peut dire qu'ils sont en train d'inverser cette hiérarchie et justement, je dirais que leur objectif cette année à la Coupe du Monde, c'est d'annoncer la couleur pour les années à venir, parce qu'il y a vraiment une génération dorée qui se profile en Équateur. Et en termes d'objectifs pour cette Coupe du Monde, ils sont dans une poule qui est alors assez relevée. Il va y avoir, je pense, un gros match. Enfin, on peut supposer que les Pays-Bas seront peut-être un cran au-dessus des trois autres équipes. Mais il y a peut-être quelque chose à faire pour au moins essayer de sortir des poules. Oui, l'Équateur a de toute façon rien à perdre, parce que le Sénégal part quand même favori, je pense, pour finir deuxième, mais je sous-estimerais pas vraiment l'Équateur, parce que à mon avis, ils sont pas autant loin derrière le Sénégal en termes de qualité que ce que la plupart des gens pourraient penser. Évidemment, pour moi, le match le plus important, ça reste quand même le match d'ouverture face au Qatar, parce que comme il n'y a pas vraiment de préparation, là, je trouve quand même que c'est important de gagner le premier match pour la confiance. Et puis aussi, c'est l'adversaire à battre absolument, le Qatar. C'est le match d'ouverture. Il joue, entre guillemets, à la maison du Qatar, enfin, chez le pays hôte. Il y a tous les yeux du monde qui seront rivés sur ce match, vu que c'est l'ouverture. Donc, c'est un peu un match où je pense qu'il y aura pas mal de tension. Ouais. Et ça serait vraiment un soulagement déjà de commencer avec une victoire pour la tricolore. Tu parlais de la génération dorée qui arrive et des bons résultats récents de l'Équateur. Il y a un monsieur qui est probablement en lien avec tout ça, c'est l'entraîneur Gustavo Alfaro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet entraîneur, d'où est-ce qu'il vient et quels sont ses préceptes de jeu? Oui, Gustavo Alfaro, c'est un entraîneur argentin qui a été en fait qui a repris la sélection depuis en 2020 après Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, qui a finalement été entraîneur officiellement de la sélection pendant plusieurs mois sans diriger de match à cause du Covid. Mais ça montre quand même que dès 2020, l'Équateur, la fédération équatorienne souhaite avoir justement un style de jeu un peu plus esthétique, pour ainsi dire, et Alfaro a bien continué dans cette lignée, parce que il a pu justement utiliser cette nouvelle génération équatorienne. Il y a notamment beaucoup de joueurs qui ont été formés au club d'Independiente del Valle, un projet très intéressant, qui ont un peu cet ADN jeu de position à l'espagnol. Donc on est sur du football intéressant, mais pour autant, je dirais que l'Équateur, c'est quand même assez caméléon, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire que c'est chaque match différent. Il change de plan de jeu à chaque match, il s'adapte à l'adversaire. Donc c'est difficile ils vont pas jouer de la même manière sur les 3 matchs de groupe, ça j'en suis convaincu. Et enfin, ce qui me rassure, c'est justement qu'ils sont capables de jouer un peu de la façon, ils peuvent s'adapter à toute situation, quoi. On a parlé de l'entraîneur, on va aussi évidemment parler des joueurs. Alors, on n'a pas encore la liste officielle définitive, mais on peut déjà se pencher sur certains cas qui vont être les joueurs, qui sont des cas de joueurs qu'on connaît un petit peu dans le monde du football européen, parce qu'il y a notamment les 2 joueurs de Brighton, Estupiñán et Caicedo, qui sont des
des bons joueurs de football. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu alors pas de ces joueurs-là en particulier, mais de manière générale de la sélection? Quels joueurs est-ce qu'on peut attendre de voir à un très bon niveau et quels vont être les éléments clés de cette équipe? Ouais, alors je vais commencer par la défense où il y a deux certitudes, deux joueurs qui sont vraiment sûrs d'être titulaires. C'est, comme tu l'as dit, Pervis Estupiñán, latéral gauche de Brighton, qui est vraiment très important pour la sélection, comme avec son club finalement, où il fait vraiment le transfert, il fait des allers-retours constamment depuis en bas vers en haut jusqu'aux 16 mètres adverses. Donc il se rend disponible aussi bien défensivement qu'offensivement finalement. Il a une bonne qualité de centre. Et puis à ses côtés, on a Piero Hincapié qui est le jeune défenseur central de Leverkusen. C'est le leader de cette charnière centrale qui l'occupera sûrement aux côtés de Félix Torres, à moins que Poroso viennent un peu chambouler la hiérarchie, mais ce qui est sûr, c'est justement qu'Hincapié, lui, sera titulaire et c'est un joueur formé à Independiente del Valle, donc il est justement aussi très bon avec ballon, pour faire des transversales, du jeu long, des longs ballons précis, casser des lignes avec le ballon. Il anticipe bien derrière aussi les offensives adverses. Donc ça, c'est pour la défense. Au milieu, c'est là que l'Équateur est le plus fourni. On a Carlos Grueso qui est un peu le maître aux côtés de Moises Caicedo. Grueso, il joue à Augsbourg et il est généralement plutôt positionné un peu en retrait. Et donc, on pourrait le voir jouer. Si l'Équateur joue en 4-3-3, on aura sûrement Grueso, Caicedo à gauche, et puis Cifuentes qui pour moi à droite, qui pour moi serait vraiment un joueur, le prochain joueur de la MLS, bon joueur de la MLS à faire le saut en Europe, parce qu'il brille vraiment du côté de Los Angeles FC. Et après devant c'est un peu plus pauvre, mais on retrouve quand même le capitaine Ener Valencia qui est capable de jouer dans l'axe ou bien sur le côté. Qui était pendant longtemps à West Ham, qu'on a connu pas mal en première ligue. Voilà, et qui réussit une bonne saison apparemment là, du côté de Fenerbahçe. Donc lui, les ambiances bouillantes, il connaît. Donc je pense que le match d'ouverture, ça va pas trop l'impressionner. Et je pense que c'est important d'avoir un joueur comme ça pour guider cette jeunesse équatorienne. Si tu devais sélectionner un joueur à suivre pendant la compétition particulièrement, tu dirais lequel? J'ai envie de dire Gonzalo Plata, c'est un ailier droit. Et ce qui serait intéressant dessus, c'est qu'il peut être un joueur différentiel devant, parce qu'offensivement, des fois, l'Équateur a de la peine un peu à faire la différence, et il est vraiment très fort en sortie de banc. C'est un ailier droit dribbleur, donc faux pied, gaucher qui rentre dans l'axe, et puis il fait vraiment beaucoup de dégâts sur ce côté droit, mais c'est vrai que en tant que titulaire, il a plus de peine à faire des différences. Je pense que c'est une question un peu physique. Donc ça peut marcher comme ça peut un peu foirer Gonzalo Plata. Donc à mon avis, c'est un peu l'homme qui pourrait changer les choses et être déterminant pour l'Équateur dans cette Coupe du Monde. Il joue? Il joue au Real Valladolid. Il a été acheté cette saison après un prêt concluant l'année passée, parce qu'il appartenait au Sporting l'année passée, et il était prêté à Valladolid. Puis ils ont vraiment cassé leur tirelire pour l'avoir. Il n'a pas encore marqué cette saison, mais il a fait quelques assists, il me semble. C'est bien, ça c'est les genres de joueurs qu'on aime bien pendant la Coupe du Monde, les mecs qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui vont exploser aux yeux du grand public, ça va être super. Parfait. Si tu devais du coup définir un objectif pour l'Équateur à cette Coupe du Monde? Alors pour moi, l'objectif, il est clair, c'est sortir le plus tard possible, mais la tête haute en ayant annoncé justement la couleur pour les années à venir avec les jeunes. On l'a dit, Gonzalo Plata, Hincapié, Cifuentes, Caicedo. C'est vraiment ça l'idée, annoncer la couleur
pour dire que l'Équateur est vraiment une équipe à suivre pour les 10-15 prochaines années et je pèse mes mots. Super, bah merci beaucoup Maxime pour cette petite preview sur l'Équateur. Ça donne très envie d'aller déguster les matchs de cette belle équipe sud-américaine. Merci à toi pour l'invitation, Valentin. Ok, je comprends mieux. 2 joueurs de Brighton, un joueur de Leverkusen, forcément ça excite un peu Tom Abadi. Mais en même temps, c'est vrai que t'as raison de faire une nuance avec le Qatar. C'est pas la même intrigue parce que là, pour le coup, on connaît les joueurs. C'est plus, on a hâte de les voir performer. C'est un groupe qui est finalement assez homogène. Je vois pas. Si l'absence de Sadio Mané se confirme et que le Sénégal galère à rentrer un peu dans cette compétition, ils ont vraiment leur chance, ils ont vraiment une carte à jouer, quoi. C'est marrant parce que cette homogénéité, elle vient de faits qui sont extérieurs. Tu as la blessure de Sadio Mané qui affaiblit le Sénégal. Tu as cette interrogation sur l'Équateur de savoir où est-ce qu'ils sont. Et puis tu as aussi cette question sur la préparation physique et sur l'entente que va avoir l'équipe qatari. Donc tout ça vraiment crée une espèce d'homogénéité. Après, je pense que les Pays-Bas vraiment seront au-dessus. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, évidemment, mais je vois pas comment les Pays-Bas ne peuvent pas sortir de cette poule. Donc voilà, mais ouais, ça va être un groupe assez sympa à vivre, je pense, et dès le match d'ouverture, parce que le Qatar-Équateur va être un match absolument décisif. Donc je pense que les mecs vont vraiment se donner leur vie sur le terrain. Donc ça va être cool dès le premier match. Ouais, c'est clair. Mais typiquement, tu vois, c'est le groupe où je jouerais pas 1 euro en paris sportif, quoi. Là, vraiment. De manière Ok. arrêter les paris sportifs, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. De toute façon, personne ne gagne d'argent. Tous ceux qui disent le contraire sont des gros mythos. Merci encore à Samy, à Enzo, à Adama et à Maxime. C'était vraiment de super entretiens et allez voir leur contenu. De toute façon, nous, on vous partagera comme d'habitude des liens avec l'épisode sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas à partager aussi l'épisode. Le prochain sort évidemment demain. On va vous accompagner jusqu'à la fin de cette compète. Vous allez nous entendre tous les jours. C'est aussi pour ça qu'on a recruté de nouvelles têtes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'un mois d'Euro, on leur cassait un peu les oreilles, je crois, à la fin. Mais voilà, on sera là pour vous accompagner. On est tous hyper excités et on espère que ce format vous plaira. Comme je vous disais, partagez tout ça et on se retrouve très vite.